il n'y a pas le son du jeu? Pourquoi il n'y a pas le son du jeu? Ah! Et là, vous avez le son du jeu. Bon, vous ratiez pas grand-chose, mais quand même. Bonjour à tous, bon mercredi. J'espère que le réveil se fait en douceur. On est en avance aujourd'hui. Je suis obligé, puisque j'ai donné mes disponibilités à Bouygues Télécom hier, ce matin, avant 8h par téléphone, par mon smartphone, enfin par l'application Twitter. À 8h et quelques, ils m'ont répondu, sans en tenir compte, on vous appelle entre 10h30 et 11h. Du coup, je suis là. Et désolé pour le fait de commencer en avance. Pour une fois que ça arrive en plus dans les streams. Du coup, on va faire du code de la route dès à présent, histoire d'en faire quand même 1 heure aujourd'hui. Et à partir d'un moment, le téléphone va sonner. Si c'est à 10h50, je prendrai congé avec vous et je ferai directement un raid chez notre ami Rufus, qui est aussi maintenant en mode matinal, pour des raisons professionnelles. S'ils appellent à 10h30, on mettra, je pense, en pause. On va voir comment ça se profile. Ça se trouve, ils en ont pour 2 minutes. Je vous tiendrai évidemment au courant. On va donc pas trop traîner et passer tout de suite à du jeu. J'espère que le réveil a été bon pour vous. Ouais, il y a Lisande qui a renversé son chocolat chaud sur lui. Juste à peine sorti de la douche. On s'est bien amusé, quoi. Mais il n'a rien mangé. Bon, les petits matins comme ça arrive. C'est pas méchant. Si c'est ça, avoir des problèmes dans la vie, franchement, ça me dérange pas. Hein. C'est pas des vrais problèmes. C'est tout mignon. Ça fait partie de la vie. Et c'est cool. Donc je partage. Je préfère avoir ces petits problèmes-là tout choupinous que d'autres problèmes. Et j'ai bien conscience de la chance que j'ai. Les chevrons sont des dispositifs lumineux. Réponse A. Des marques peintes sur la chaussée. Réponse B. Les chevrons. Alors les chevrons, ce sont les symboles sur le logo Citroën. Je dirais que ce sont des marques pour aider à repérer la distance de sécurité. Même à l'arrêt, oui, donc c'est la B. Les chevrons sont représentés sur le schéma qui accompagne ce panneau. Ce sont les V retournés. On peut trouver ce dispositif notamment dans les tunnels. Il s'agit de marques peintes sur la chaussée. Elles me permettent de vérifier que je laisse un intervalle de sécurité suffisant avec le véhicule qui me précède. Il doit être au moins égal à l'intervalle qui existe entre deux chevrons. Attention, cet intervalle minimum ne dépend pas de la vitesse. Il s'applique même en cas de circulation ralentie ou si celle-ci s'arrête. Cela permet notamment, en cas d'incendie, que le feu ne se propage pas d'une voiture à l'autre et facilite la progression des véhicules de secours. Réponse B. Je n'ai jamais fait attention à ce détail. Les chevrons. C'est bien, je découvre. En tournant à droite, je pourrais quitter l'autoroute? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Rester sur l'autoroute? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les deux, mon capitaine. Si je tourne à droite, que je me mets ici, à ce moment-là, je pourrais soit rester sur l'autoroute, soit en sortir et aller à Hauteville L. Donc les deux. Je circule sur l'autoroute. En restant dans cette voie, je resterai sur la même autoroute, la 40. Si je tourne à droite, je pourrais aussi rester sur l'autoroute. Pas la même, elle n'a pas le même numéro et ne dessert pas les mêmes destinations, mais cela reste l'autoroute. En tournant à droite, je pourrais aussi quitter l'autoroute rapidement puisqu'une sortie est annoncée par les panneaux à fond blanc. Réponse A et C. Trop facile. Si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, je laisse les clés dans le véhicule bien en évidence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je verrouille les portes. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si je dois abandonner mon véhicule en cas de panne ou d'incendie, on n'a pas le temps de verrouiller les portes. C'est quoi le délire? Je dirais B et C. Ah, c'est l'inverse. Ah, il faut laisser les clés dedans et ensuite quelqu'un peut se barrer avec. D'accord. Si En fait, je dois moi je me disais, on n'a pas le temps de s'en en occuper. raison Donc, d'un incident grave, un incendie par exemple, donc abandonner la voiture, je dois impérativement la laisser ouverte avec les clés sur le contact ou laisser bien en évidence sur le tableau de bord. Ok. Cela permettra aux équipes de secours de la déplacer si besoin, D'accord. et même Ok. peut-être de l'évacuer avant qu'elle ne brûle avec tout ce qu'il y a dedans. Alors bien entendu, je Ok. ne verrouille pas les portes. Réponse A et D. D'accord, c'est bien compris. La connexion est mieux qu'hier. Faut que ça dure. Je touche les bois.
Je m'engage? Oui. Réponse A. Bah, la vie. Non. Réponse B. Il y a le gars derrière qui a mis son clignotant, donc l'avantage c'est que c'est lui. Est-ce que je m'engage là? Bah, soit je m'arrête, mais je roule déjà à 70-80 là. Soit je vais tout droit, donc je suis obligé de m'engager. Lorsque j'entre dans une voie d'accélération, je dois m'insérer de telle façon que je ne gêne pas ceux qui circulent sur la route principale. Je ne dois pas les obliger à ralentir ou à changer de voie. Le conducteur de la voiture blanche derrière moi a choisi de sortir plus tôt de la voie d'accélération. Mais il est à peu près à la même vitesse que moi et il sait bien entendu que je vais sortir également. Je le surveille, mais je m'engage. Peut-être qu'il s'en fiche. Réponse A. Bon. J'ai pas mis de prédiction. Ce panneau est temporaire. Oui. Réponse A. Quoi? Bah, il est avec un fond jaune. Les panneaux à fond jaune sont tous des panneaux temporaires. Tous, sauf celui-ci. C'est un panneau permanent. Ce panneau de sens interdit est sur fond jaune pour le rendre mieux visible. Il est utilisé sur les routes à chaussées séparées afin d'éviter qu'un conducteur ne s'engage à contresens. Ok. Réponse B. Bon, je l'apprends, je ne savais pas. Bon, très bien, très bien. Encore une mauvaise réponse. On va en faire 40 aujourd'hui. Je vais me lancer tout de suite la prédiction. Prédiction. Hop. Commencer une prédiction. Prédiction précédente, code. Combien de fautes sur 40 vais-je faire? On va laisser la même chose. 9 fautes ou moins, 10 fautes ou plus. Période de prédiction, je vais vous laisser 10 minutes. 15. Commencez la prédiction. Vous, modérateur, oui, je sais. C'est parti. Je crois que j'ai déjà fait 2 fautes. Hein. 2 fautes sur 5. Donc là, la cote pour répondre oui devrait être intéressante, mais peu probable dans sa réalisation. Cette balise est temporaire. Réponse A. Concerne un passage à niveau. Réponse B. M'oblige à changer de trajectoire. Réponse C. Ça m'oblige pas à changer de trajectoire. Ça m'indique qu'il va y avoir un passage à niveau dans 150 mètres. Est-ce que c'est temporaire? Pas forcément. Bah non, pourquoi ce serait temporaire? À tout l'inverse. Ah super. Cette balise, montée sur un piquet posé au sol, est toujours temporaire. Okay. Il s'agit d'une balise d'alignement. J'en rencontre donc normalement plusieurs qui se suivent lors de chantiers routiers. Okay. Elles sont destinées à me guider dans une zone comportant des obstacles et m'obligent à changer de trajectoire. Réponse A et C. C'est pas le même que celui des passages à niveau. Ok. Après, je me suis dit, ouais, c'est bizarre, les trucs rouges sont pas placés... Enfin, ils sont rognés, les deux là. Bon, bah c'est parce que c'est pas le même panneau. Ok. Pour éliminer rapidement la buée sur la lunette arrière, je fais fonctionner quelques instants. Le dégivrage? Oui. Réponse A? Non. Réponse B? La climatisation? Oui. Réponse C? Non. Réponse D. Pour éliminer la buée, il faut de l'air. Il faut faire tourner de l'air. Il faut ouvrir les fenêtres. Est-ce que le dégivrage ça marcherait? Il n'y a pas de raison que ça marche. Ça va même être pire. La clim, je peux. Ah, les deux marchent. Oh, c'est une catastrophe aujourd'hui. Le dégivrage chauffe les fils résistifs qui parcourent la vitre arrière, ce qui a pour effet de faire fondre le givre s'il y en a ou de faire évaporer la buée. Mais je peux aussi utiliser la climatisation pour faire disparaître la buée, et pas seulement sur la vitre arrière. En effet, en refroidissant l'air, la climatisation a pour effet de la sécher, ce qui règle le problème de buée très rapidement. Mais attention, ces deux accessoires consomment beaucoup d'énergie, ce qui fait grimper la consommation de carburant. Je les éteins dès qu'ils ne sont plus nécessaires. Réponse A et C. Donc j'avais quand même le bon raisonnement en disant qu'il fallait aérer pour ventiler, refroidir l'air. Et là ils disent, en refroidissant l'air, la climatisation a pour effet de la sécher, donc on fait chauffer avec le dégivrage pour enlever la buée. Ouais, c'est s'il y a du givre de l'autre côté que ça nous permet de le faire partir. Bon, c'est une cata pour l'instant. Cata. Je peux pratiquer l'éco-conduite avec une voiture. Ancienne. Oui. Réponse A. Si l'éco-conduite, c'est simplement le fait de respecter B. le passage de rapport de vitesse à boîte de vitesse au bon automatique. moment et de ne pas être brusque, bah oui, on peut le faire avec une voiture ancienne, C. mais c'est compliqué. Enfin, la consommation va être de toute façon énorme. Réponse D.
Oui, avec une boîte de vitesse automatique. Techniquement, on peut avec tout. Pratiquer l'éco-conduite, c'est adopter une série d'attitudes qui n'ont rien à voir avec le type de véhicule conduit. Anticiper les ralentissements, éviter les hauts régimes du moteur, réduire légèrement sa vitesse de croisière sur autoroute, couper le moteur lors des arrêts prolongés, mettre la climatisation lorsque c'est nécessaire uniquement. Tout cela peut se pratiquer avec un véhicule récent ou ancien. Il est même possible d'éviter de pousser les rapports de vitesse avec une voiture à boîte automatique. Pour cela, il suffit de ne pas accélérer trop fort. Réponse A et C. Ok. Je tiens compte du panneau uniquement lorsque le feu clignote. Non, c'est tout le temps. Oui. Réponse A. Non. Réponse Attention, B. il y a un danger. Ce panneau m'indique quel danger m'attend. Non. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. C'est tout le temps et on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Certainement une question de visibilité ou absence de trottoir ici. Mais on ne sait même pas ce qu'il va y avoir là-bas. Et en plus, il n'y a pas de trottoir, donc oui, ça peut être une question de piétons. Certains panneaux de danger sont surmontés d'un feu jaune clignotant. Ce feu ne sert qu'à une chose, attirer l'attention des conducteurs sur le panneau. Qu'il clignote ou pas, le danger reste le même. Je ralentis. En revanche, ce panneau ne me donne aucune information sur la nature du danger. Peut être lié au virage que j'aperçois, peut être lié à la traversée de piétons, un passage étroit, un obstacle proche de la chaussée, une intersection sans visibilité. Peut-être tout cela à la fois, d'où l'utilisation de ce panneau en particulier. Yes. Réponse B et D. Très bien. Il est possible de placer un bébé à l'avant de la voiture, dos à la route. Oui. L'objectif est alors qu'il soit plus confortablement installé. Non. Réponse A. Qu'il soit mieux protégé en cas d'accident. Réponse B. De le distraire et de le rassurer. Réponse C. Alors je suis embêté. Qu'il soit mieux protégé en cas d'accident, oui, puisque du coup ça évitera qu'il y ait une projection vers l'avant et donc que la ceinture puisse le lacérer, surtout si c'est mal mis au niveau des épaules. Qu'il soit plus confortablement installé, pas spécialement. Par contre, c'est le distraire et le rassurer. Et c'était ça. Un enfant placé à l'avant ne sera pas plus confortablement installé. Je pensais pourtant que c'était ni mieux protégé quand il était en dans cas la route. d'accident. Au contraire. Cependant, le placer à l'avant peut être utile afin de le distraire et de le rassurer. Ce qui peut rendre le trajet plus calme dans certains cas. Mais attention, placé ainsi, il est aussi une source de distraction pour le conducteur. Donc, réponse C. Wow. C'est une purge aujourd'hui. Le niveau d'huile est trop bas, réponse A. Correct, réponse B. Non, il est en dessous du petit point. Donc réponse C. Pas de discussion. Cette jauge permet de contrôler le niveau de l'huile moteur. Les niveaux minimum et maximum sont repérés par 2 points. Le niveau normal doit se trouver entre les deux. Le niveau réel est donné par la trace résiduelle d'huile laissée. Je remarque que ce niveau se trouve légèrement en dessous du niveau minimal. Il est donc trop bas. Le moteur risque de souffrir. Je dois donc faire la pointe avec une huile appropriée sans dépasser le niveau maximum. Mais si cela arrive trop souvent, il faudra confier la voiture à un garagiste. Ouais. Réponse A. Coucou Rufus, comment tu vas? Tu lances avant que je lance mon stream? Oui, bah je me suis dit que commencer tous les deux à 10h, alors que là, aujourd'hui, je pouvais changer un petit peu. C'était une bonne idée. Et en plus de ça, Bouygues Télécom va appeler ce matin. Et je leur ai donné mes disponibilités et ils m'ont dit d'accord, vous êtes disponible de 14h à je sais plus si j'ai mis 20h. 14h à 20h aujourd'hui? Très bien, on vous appelle à 10h30. Voilà. Ça me rappelle Code PayPal avait essayé de te joindre au mauvais moment. Lorsque je circule avec les feux de brouillard arrière, les usagers qui me suivent risquent de moins bien percevoir les feux stop de ma voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Peuvent être éblouis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, lorsque je circule avec les feux de brouillard arrière, ça pète les yeux, les usagers qui me suivent peuvent être éblouis. Oui, complètement. Est-ce qu'ils risquent de moins bien percevoir les feux stop de ma voiture? Bah oui. Les deux. PayPal, cette purge. Sont des feux tranquille maintenant, c'est fini. Ils permettent d'être vus de plus loin lorsqu'il y a du brouillard ou qu'il neige. Mais circuler avec les feux arrière de brouillard comporte 2 inconvénients majeurs. Ils sont gênants, voire éblouissants pour un usager qui me suit. C'est le but. Ils peuvent se confondre avec les feux stop, qui ont la même puissance, avec le risque que l'usager qui me suive réagisse plus tard lors d'un freinage.
C'est pourquoi, même s'il y a du brouillard ou qu'il neige, mieux vaut les éteindre lorsqu'ils ne sont pas nécessaires. Si un même usager me suit depuis longtemps par exemple, je penserai alors à les rallumer lorsqu'il n'y aura plus personne derrière moi ou que les autres véhicules seront loin. Réponse A et C. Ça c'est bien compris. Je vois que tu as pronostiqué, je vais faire moins de fautes que... Oh là, ça va être compliqué. Les feux de brouillard interdits, même quand il y a du brouillard, faut quasi jamais les mettre. Qu'on apprend au permis. Ok. Sur la plupart des voitures actuelles, je peux régler le volant. En hauteur, oui. Réponse A, non. Réponse B. Je sais pas, en moi. profondeur, oui. Réponse C, non. Réponse D. Si, il doit y avoir moyen de le régler en hauteur et en profondeur... Je sais pas, oui, certainement. Sur la plupart des voitures modernes, il est en effet possible de régler le volant en hauteur, mais également en profondeur. Attention, pour des raisons évidentes de sécurité, ces réglages se font à l'arrêt, au moment de l'installation. Si je veux modifier ces réglages alors que je conduis, je dois m'arrêter. Réponse A et C. Bien vu. Pour éviter de respirer la fumée de cette camionnette, je mets momentanément l'aération en position recyclage. Quoi? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'éloigne de la camionnette. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je ne connais pas du tout l'aération en position recyclage. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne sais pas, donc je vais piffer. Hein. Samuel Etienne en stream, j'avais pas vu. Eh oui, tous les matins à 9h30. Bon, bah, je connaissais pas la position recyclage. Le véhicule devant moi dégage une fumée importante, bien évidemment toxique et irritante. Dans un premier temps, je peux placer la ventilation de ma voiture en mode recyclage ou recirculation, ce qui isole l'habitacle en fermant l'entrée d'air extérieur. Ok. Mais son utilisation doit être ponctuelle, car l'air deviendrait vite saturé en CO2 et en humidité. Le mieux est de m'éloigner de ce véhicule. Ensuite, j'arrêterai le mode recyclage et j'ouvrirai les fenêtres pour bien aérer le véhicule. J'apprends des trucs là. Hein. Réponse A et C. Le mode recyclage. Mais après, c'est pas bête. Mais par contre, faut pas oublier, sinon après, tu meurs. Faut faire gaffe. Il n'y a plus d'oxygène. Ce panneau peut prévenir d'un rétrécissement de la chaussée. Par la droite uniquement, oui. Réponse A, non. Réponse B, par la gauche uniquement, oui. Réponse C, non. Réponse D. Désolé pour le hatchoum. Là, il y a un piège. Ce panneau peut prévenir d'un rétrécissement de la chaussée par la droite uniquement, oui. Par la gauche uniquement aussi. Ça peut être les deux. Oh, c'est pas vrai! Oh. Ce panneau indique un rétrécissement de la chaussée sans préciser s'il se fera par la droite ou par la gauche. Sur le principe, je dois considérer que le rétrécissement se fera des deux côtés. En effet, lorsque le rétrécissement ne concerne qu'un côté de la chaussée, un panneau spécifique est installé, uniquement pour les panneaux permanents. Réponse B et D. Ah, je pensais que ça signifiait qu'il y aurait des rétrécissements, et s'il y a plusieurs rétrécissements successifs, c'est quand même précisé avant. Ouais, bon, c'est une catastrophe aujourd'hui. L'installation au poste de conduite peut avoir des conséquences sur l'apparition de la fatigue, oui. Réponse A, non. Réponse B, la gravité des blessures en cas d'accident, oui. Réponse C, non. Réponse D. Tout à fait ça. Ça c'est gratuit. Une mauvaise installation au poste de conduite, trop proche ou trop éloigné du volant, les bras ou les jambes trop pliés ou au contraire trop tendus, sont source d'inconfort. Sur un long parcours, cela aura pour conséquence d'accélérer l'apparition de la fatigue, donc l'augmentation du temps de réaction et le risque de somnolence. Mais ce n'est pas la seule conséquence. En cas d'accident, une mauvaise installation peut être à l'origine de blessures plus graves, notamment si je suis installé trop près du tableau de bord, danger pour les genoux, ou du volant, risque d'être blessé par le déclenchement de l'airbag. Bah oui. Réponse A et C. Voilà, si vous voulez pronostiquer 10 fautes ou plus, c'est le moment d'avoir la bonne cote. Tu vas rire, Camélique, mais samedi j'ai changé mes horaires, car faut que j'aille me faire réparer mon téléphone. Je l'ai encore cassé hier soir. Oh mon Dieu. Pourquoi tu l'as cassé? Pas de l'énervement, j'espère. Il est tombé. Hein. Il est tombé tout seul, bien sûr. Je devrais tourner à droite. Si je vais vers Lille, oui. Réponse A, non. Réponse B. Si je vais dans une autre direction, oui. Réponse C, non. Réponse D. La journée de taf hier est passée plus rapidement et c'était moins dur. À 200 mètres, je devrais tourner à droite si je vais vers Lille. Bah non, sauf si je suis en camion. Si je vais dans une autre direction...
Bah non plus. Non, non, tour, non. Ce panneau temporaire m'informe d'une déviation. Oui, mais si on conduisait un camion, de continuer tout la droit question serait biaisée. Ne concerne que les véhicules de transport oui, de bien sûr, il est tombé, oh mon Dieu. camionnettes comprises. Au volant de ma voiture, je peux continuer tout droit ou tourner à droite comme bon me semble, où que j'aille. Si mon GPS me dit que la direction de l'île est en face, je continue tout droit. Réponse B et D. Faut que j'apprenne à me calmer, je pense. Ou alors tu prends des téléphones moins chers, comme ça amortit les frais de casse. Pour stationner dans une rue en pente, je mets la boîte de vitesse au point mort. Réponse A. J'enclenche la première vitesse. Réponse B. Oui, j'enclenche la 5e vitesse. Réponse C. Surtout pas au point mort. On met la première vitesse. Dans une rue en pente, j'ai plusieurs possibilités de bien immobiliser avec ma voiture calage des roues en pour plus que ça... du frein à main. Je peux tourner bonjour, les roues vers le maman de trottoir, Rufus. au cas où le frein à main connaîtrait une défaillance. Et je peux aussi enclencher une vitesse. Mais laquelle? Je sélectionne la vitesse la plus courte, c'est-à-dire celle qui engendre le plus de frein moteur, à savoir la première vitesse. La 5e vitesse ou la 6e sur certaines voitures ne serait d'aucune utilité. Réponse B. Ok. Waouh. Ok. Pourquoi ils veulent que je mette la 5e? Justement, non, ils veulent pas que je mette la 5e. Ils me demandaient s'il fallait mettre la 5e ou pas. Non. Réponse B. La réponse était non, ça sert à rien. Je peux partir immédiatement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le moteur tourne. Oui, le moteur tourne. Puisque le tableau de bord est allumé. Et que là, on est passé de 0 à ça. Je peux partir immédiatement. Bah oui. Pourquoi je peux pas partir? Avant le démarrage, il est normal que tous les témoins s'allument. Cela permet de vérifier qu'ils fonctionnent. À l'allumage du moteur, l'aiguille du compte-tours, qui indique le régime de rotation du moteur, vient généralement se stabiliser un peu en dessous des 1000 tours par minute, ce qui correspond au régime ralenti du moteur. Ah ouais, il faut que tout s'éteigne et ça c'est pas éteint. Tous les voyants doivent s'éteindre si tout va bien. Oui, d'accord. Ici, le moteur est donc en marche. Mais un voyant rouge reste allumé, celui qui indique une baisse anormale du niveau de liquide de frein. J'ai plus de liquide de frein, j'ai une fuite. Je ne peux donc pas partir. Je savais pas. Bon. Attention, une baisse importante du niveau de liquide de frein ne se corrige pas en faisant le complément. Il y a très probablement une fuite et c'est un problème qui doit être réglé par un garagiste. Et si le garagiste se contente de compléter le niveau, changez de garage. Ça au moins c'est fait. A et D. Bon, c'est une catastrophe. J'entre dans une agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'approche d'une voie ferrée. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, j'entre dans une agglomération. Non, ça c'est un lieu dit. Donc, réponse B. J'approche d'une voie ferrée. On est à 100 mètres d'une voie ferrée là. Ça me paraît être ça. Wow, un panneau d'entrée d'agglomération est toujours à fond blanc. Le panneau à fond noir m'informe que j'entre dans un lieu dit, un petit ensemble d'habitations. La balise située en dessous m'informe que j'approche d'une voie ferrée. Ces deux bandes rouges me donnent une indication. Elles se trouvent à 100 mètres environ. Une bande rouge égale 50 mètres. Ces deux informations doivent m'inciter à ralentir. Réponse B et C. Streamlabs qui se met à faire du... Comme tu dis, un petit follow peut tout changer. À 200 followers, on branche la cam. Je fais ça pour vous, hein. C'est pas pour moi que je mets la cam. J'ai pas très envie, mais bon. Bon, catastrophe. Catastrophe. Déjà 8 fautes sur 20. Donc là, le code, on l'a pas aujourd'hui. Et en plus, Rufus va perdre, sauf si je fais 100 fautes sur les deux prochaines, Rufus va certainement perdre ses 100 points de chaîne. C'est moche. Et en plus, tu vas commencer ton stream sur Pokémon. Donc je te raiderai, bien évidemment, juste après. Je klaxonne. Je finirai entre 10h30 et 11h. Réponse A. Non. Réponse B. Je m'écarte. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Tu vas vraiment brancher à 200 follow? Oui, je mettrai vraiment la caméra. Et je mettrai la caméra avec ma tronche dessus. Je mettrai pas une 4cam par terre ou je me montrerai pas de dos. C'est...
Après, je dis pas qu'il y aura pas des petits effets, mais voilà. Je mettrai bien la cam. Je klaxonne, non, il n'y a pas besoin. Et on est en agglomération, donc on va éviter. Je m'écarte, oui. Ce conducteur a commis une imprudence. Il n'a pas vérifié que la voie était libre avant d'ouvrir sa portière. Quelle est l'urgence à mon niveau? Éviter l'accident. Et toute mon attention doit se porter là-dessus. Je dois freiner ou tout au moins m'écarter de cette voiture. 2 actions indispensables sur lesquelles je dois concentrer toute mon attention. Inutile d'en ajouter une 3e, qui en plus ne servirait à rien, klaxonner. Réponse B et C. Truc à rien à voir, j'ai moins mal au dos et au bras aujourd'hui, je suis content. C'est bien, c'est le métier qui rentre, comme on dit. Je vais utiliser une voiture que je ne connais pas. Avant de partir, je vérifie. La validité du contrôle technique, si besoin. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. La présence d'un éthylotest. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La présence d'un éthylotest est obligatoire dans les véhicules, il me semble. La validité du contrôle technique. Je dirais que oui. Puisqu'en cas de défaut de contrôle technique, c'est dangereux pour moi. Salut Euclidiane, t'as commencé tôt? Bah oui, j'ai commencé tôt parce qu'il y a Bouygues Télécom qui doit m'appeler pendant le stream. Je leur ai dit que j'étais pas dispo, j'étais dispo entre 14h et 20h. Ils m'ont dit d'accord, on vous appelle à 10h30. Du coup, voilà. Je dirais oui et oui. Je ne peux pas présumer du bon état ou du bon entretien d'une voiture que je ne connais pas. Beaucoup de choses sur Avant de partir, je vérifie les pneus, les feux et les niveaux. Je vérifie également la présence d'un éthylotest, d'un gilet haute visibilité et d'un triangle de présignalisation puisqu'ils sont obligatoires. Cela prend 2 minutes en tout et peut m'éviter bien des tracas. Je vérifie aussi que j'ai tous les papiers réglementaires et notamment que l'attestation d'assurance est à jour. Si le véhicule a plus de 4 ans, je vérifie aussi la présence de la vignette collée sur le pare-brise, ainsi que sa date de validité. Réponse A et C. Ouais, mais si on nous dit « T'inquiète frère, c'est bon ». C'est bon, ça passe. Non, ça passe pas. Oh, ça passe pas. Une mauvaise installation au poste de conduite favorise l'apparition de la fatigue. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Augmente mon temps de réaction. Oui. Réponse J'ai déjà eu cette question C. tout à l'heure, en fait. Non. Réponse D. Une mauvaise installation favorise l'apparition de la fatigue. Oui, augmente mon temps de réaction. Quel est le rapport entre le temps de réaction et l'installation, la mauvaise installation au poste de conduite? En fait, ça va pas changer. Oui, ça va changer mon temps de réaction. Si par exemple je suis trop bas ou mal installé, je pourrais ne pas avoir à temps quelque chose d'autre. Donc on va dire oui. Certains facteurs, pourtant facilement évitables, favorisent l'apparition de la fatigue, et donc augmentent le temps de réaction. C'est le cas par exemple lorsque le conducteur est mal installé. Si celui-ci est trop près ou trop loin du tableau de bord, dans une position inconfortable, jambes et bras trop pliés ou au contraire trop tendus, et désolé pour tes 100 points de chaîne, là c'est perdu. L'apparition de douleur, etc. C'est pourquoi, avant de partir, je dois prendre le temps de bien m'installer, tout régler. Et si je considère en cours de route que ce n'est pas parfait, je n'hésite pas à m'arrêter pour refaire certains ajustements. Réponse A et C. Okay. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,5 mètres de haut, réponse A, 2,5 mètres de large, réponse B, 2,5 mètres de long, réponse C. C'est pas de haut, de large ou de long? Moi je croyais que c'était... Ouais non, je croyais que c'était autre chose. Ce panneau interdit l'accès aux véhicules de plus de 2,50 m de long, 2,50 m de large. De long ou de large? C'est large. Ouais. 2,50 m d'envergure. Ce panneau impeccable. Interdit l'accès aux véhicules dont la taille du largeur conducteur dépasse la valeur inscrite sur le panneau. Celle-ci peut varier, ici 2,50 m. Cette largeur se mesure chargement compris. Réponse B. Après, si on dépasse les 2,50 m de taille, ça fait déjà beaucoup. Il y a combien de place? Ça fait combien? Ça fait 2,50 m les routes, justement. Un truc comme ça. À vue de nez, ça fait combien? 2,50 m, peut-être 3 mètres. Ah, ça fait peut-être 3 mètres. Ouais, ça dépend aussi. Cette signalisation doit m'inciter à accélérer, ralentir, bien sûr. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. À anticiper les dépassements. Oui.
Réponse C. Non. Réponse D. Bah, tant qu'à faire, oui. C'est des camions qui peuvent reculer. Cette signalisation peut être mise en place dans les descentes et les montées. Le panneau est alors inversé. Il indique un risque important d'être surpris par un véhicule lent, donc un camion qui recule en descente. Il doit inciter à ralentir, puisqu'un écart de vitesse supérieur à 40 km/h entre deux véhicules peut s'avérer dangereux. Il doit aussi inciter à anticiper les dépassements afin de ne pas être mis en difficulté à cause d'un manque de temps ou d'espace pour changer de voie. Réponse A et C. Bon, j'espère que vous avez fait un petit peu les soldes sur internet, moi j'ai eu la flemme. Et que vous Dans avez les fait zones des de bonnes affaires ce matin. rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h. Pour faciliter la cohabitation entre usagers, oui. Réponse A, non. C'est même pas respecté dans ma ville. Pour éviter tout risque d'accident mortel, oui. Réponse C, non. Réponse D. Eh mais il a sorti le tracteur et il a pas de plaque. Eh mais il fait quoi lui? Non mais, sérieusement. Donc c'est A et C. Tac. Hop. Les zones de rencontre sont des quartiers où l'on est susceptible de rencontrer plus de piétons, dont des enfants et des personnes âgées, mais aussi des cyclistes. L'objectif de l'abaissement de la limitation à 20 km/h est de limiter les écarts de vitesse entre les différents usagers, permettant une meilleure cohabitation, mais aussi de réduire la gravité des accidents. En effet, à cette vitesse, un accident est rarement mortel. De plus, à 20 km/h, on peut pratiquement s'arrêter sur place en cas de danger. Réponse A et C. Selon leurs règles de calcul, on met 4 mètres pour s'arrêter à 20 km/h. Et c'est certainement un peu moins. Ça me paraît beaucoup, 4 mètres. Ok, bon, bah très bien. Ouais. Ouais, bah il se passe quoi? Il se passe pas grand chose. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant. Réponse A. Insuffisant. Réponse B. On est sur une autoroute avec un trait danger, 2 traits sécurité. On n'a pas les 2 traits. D'un autre côté, il y a des bouchons. J'ai l'impression d'avoir largement le temps de m'arrêter. Est-ce qu'on garde quand même les 2 traits? Parce que là, c'est n'importe quoi. Est-ce qu'on garde quand même les 2 traits? On va dire insuffisant. D'accord, donc il n'y a pas besoin de respecter les 2 traits. Je dois sans cesse vérifier qu'il y a bien un minimum de 2 secondes. C'est 2 secondes, ce qui correspond à 2 traits à 130. Ok. Pour vérifier que cet intervalle de sécurité est suffisant, je peux m'aider d'un point de repère situé au bord de la route ou des irrégularités du revêtement, ou tout simplement des marquages au sol. Dans notre situation, cet intervalle est respecté. Il y a bien au moins 2 secondes entre nous. En cas de freinage brusque, je suis en sécurité et l'usager qui me précède également vis-à-vis de moi. Réponse A. De quoi c'est une blague? C'est ma réponse? En fait, moi je me référais aux 2 lignes, aux 2 traits sur le côté. Mais en fait, comme on roule pas à 130 mais à beaucoup moins, eh bien il considère que c'est suffisant parce qu'il faut 2 secondes. Mais peut-être qu'il se trompe, hein. De toute façon, je clipperai tous les moments où jusqu'à présent on n'a pas été d'accord. Parce que c'est que des questions foireuses ce matin. Ça explique pourquoi je fais plein de fautes, bien sûr. J'aurais canné, moi j'aurais dit comme toi. Bon. Ben, ça me rassure au moins. Mais du coup, maintenant je retiendrai 130 km/h, 2 traits, ça fait 2 secondes. Et du coup, là, il n'y a pas besoin. Même si là, ils sont trop collés, c'est trop la misère. Et plus on va coller, plus ça va faire des bouchons. Bon. Le stationnement sera payant si je tourne à droite, oui. Réponse A, non. Réponse B, je continue tout droit, oui. Réponse C, non. Réponse D. Alors, nous avons le panneau. C'est stationnement avec horodateur. Bah, c'est partout en fait. Ok, il va sur mon string 2 secondes. Qu'est-ce que t'as fait, Rufus? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, il sera payant partout en fait. Le panneau de stationnement est carré.
Il indique que j'entre dans une zone où le stationnement est payant. C'est donc tout un quartier qui est concerné, et pas seulement la rue dans laquelle je circule. Que j'aille tout droit ou que je tourne à droite, je devrais payer pour stationner jusqu'à ce que je rencontre le panneau de sortie de zone. Réponse A et C. Ah non, je peux pas venir parce que j'ai pas la connexion pour. Je suis désolé, Rufus. Mais je viendrai tout à l'heure, hein. Mais là, je ne peux pas actuellement. Une bonne utilisation de la climatisation, c'est aérer l'habitacle avant de la mettre en marche. Oui, c'est une bonne idée, ça. Oui. Réponse A. Non, il faut pas ouvrir la fenêtre pendant que ça marche. Entrouvrir une fenêtre lorsqu'elle fonctionne. Oui. Réponse C. Que je dise pas de bêtises. Non. Réponse D. Une bonne utilisation de la clim, c'est aérer l'habitacle avant de la mettre en marche. Alors, on peut aérer avant de la mettre en route, mais il faut l'éteindre. Enfin, il faut aérer l'habitacle, puis fermer les fenêtres et les portes avant de mettre en marche la clim. Parce que si on entrouvre une fenêtre pendant qu'il y a la clim, ça ne sert à rien. Donc D, c'est certain. Rufus a un super stream. Qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi, dis-moi tout. Du coup, maintenant, je suis curieux. Aérer l'habitacle avant de le mettre en marche. Oui, c'est bien d'aérer, mais il faut bien penser à refermer. Lorsque l'habitacle de la voiture est chaud, en particulier si elle est garée en plein soleil, il est préférable d'aérer quelques instants avant de mettre la climatisation en marche. La baisse de température sera plus rapide et cela évite à la climatisation de consommer beaucoup de carburant. D'accord. En effet, elle puise son énergie en absorbant une partie de la puissance du moteur. En revanche, une fois qu'elle fonctionne, toutes les fenêtres doivent être fermées pour ne pas que l'air frais s'échappe. Sans quoi, une partie de l'énergie produite pour refroidir l'habitacle sera gaspillée. Sans parler de la pollution qui pourrait être évitée. On est d'accord. Bon, alors, je fais une Réponse petite manip. A et B. Je fais une toute petite manip. Tac, 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 hop, hop. Voilà. Ah, ça voulait m'écrire Léviator. Voilà. Hop, le petit passage express. Voilà. Hop, j'ai fait avec le téléphone parce que sinon ça marchait pas. Voilà. Ça doit le faire marrer là. Je me remets le retour. Allez, continuez. Transporter des vélos ainsi augmente ma consommation de carburant. Oui. C'est autorisé, A. Oui. C'est même le bon endroit pour ça. Réponse B. Et tout est en conformité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Est-ce que ça augmente ma consommation de carburant? Alors là, c'est pareil, ils vont chipoter parce que techniquement, oui, il y a un tout petit peu plus de poids. Il y a 20 kilos de plus. Donc oui, ça consomme un tout petit peu plus. Forcément, ça consomme un petit peu plus. Ils peuvent pas dire que non. T'es plus lourd, non? Oui, on est un tout petit peu plus lourd, donc on doit mettre oui, puisque forcément, si on est plus lourd, il faut un petit peu plus de carburant pour se projeter. Mais c'est pas un truc de ouf. Et c'est autorisé. Ils pouvaient pas répondre non. Même s'ils ne sont pas transportés sur le toit de la voiture, ces vélos ça perturbe le flux d'air, ce qui provoque une hausse de la consommation. Ah, c'est pas une question de poids. Transporter des vélos ainsi est autorisé. Même s'il masque les feux et la plaque minéralogique de la voiture, son conducteur a installé une rampe à l'arrière de son chargement qui répète la plaque et les feux. Il n'est donc pas en infraction. Réponse A et C. Ouais, et donc c'est une question de flux d'air. Ok, d'accord, oui. Très bien. 9 sur 10. Bon. 9 sur 10 et on a fait 12 sur 20 tout à l'heure. C'était une vraie purge. Ça veut dire qu'il faut que je fasse sans faute pour que Rufus récupère ses points de chaîne. C'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné. Continuez. Selon son intensité, une conversation avec mon passager peut nuire à ma conduite. Évidemment. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Regardez, là on est en train de discuter de taboulé et on voit pas la mamie qui est en train de faire n'importe quoi avec papy. Il traverse n'importe où là. Évidemment. L'intensité d'une conversation avec son passager risque en effet de nuire à ma conduite, surtout si le ton monte. Le risque est d'être moins vigilant ou de faire des erreurs de conduite, un feu rouge ou un piéton vu trop tard par exemple. Mieux vaut alors s'arrêter et s'expliquer. Faire redescendre la pression avant de reprendre la route avec le passager. Ou pas. Réponse A. Le taboulé est plus important.
Mon temps de réaction peut être influencé par mon installation au poste de conduite. Oui. Réponse A. On l'a déjà eu tout à l'heure, oui. Non. Réponse B. Oui, aussi, oui. Mon état psychologique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Si on pense à autre chose et qu'on n'est pas concentré sur la route, évidemment, on va pas faire gaffe au chevreuil qui va traverser ou aux pierres qui vont être sur la route. Évidemment. La fatigue arrive plus vite si je suis mal installé au poste de conduite. Or, elle joue un rôle déterminant sur le temps de réaction. Il est multiplié par 2 si je suis fatigué. Mon état psychologique joue également un rôle sur mon temps de réaction. Sans parler de la fatigue, puisqu'on vient de l'évoquer. Les soucis sont également à prendre en compte. Si je suis perdu dans mes pensées, il me faudra plus de temps pour réagir. Et ouais. Si j'ai des soucis, mieux vaut éviter de conduire, surtout sur un long parcours. Dans ce cas, mieux vaut essayer de reporter le trajet ou partager le temps de conduite avec un passager. LOL. Réponse A et C. Petite pensée pour tous ceux qui vont bosser en bagnole alors qu'ils vont la peur au ventre. Si j'ai des soucis, mieux vaut éviter de conduire, surtout sur un long parcours. Oui, donc ils vont pas bosser parce qu'ils sont pas bien. Bah non, malheureusement, ça marche pas comme ça. C'est trop compliqué. Mais oui, c'est vrai, il faut éviter de conduire quand on n'est pas dans le truc. En cas d'accident, les 2 premières choses à faire sont de vérifier que la victime respire, réponse A, d'appeler les secours, réponse B, de vérifier que la personne est consciente, réponse C. Tu dis ça à ton patron, il accepte. Moi, j'y vais à pied, donc de toute façon, voilà, c'est plié, et c'est d'ailleurs un avantage. Ils savent que là-dessus, même s'il y a de la neige, même s'il y a des grèves de train, ils peuvent compter sur moi, parce que je peux venir à pied de toute façon. C'est un vrai avantage. Si je leur disais, non, ça passerait pas, non. Ça passerait pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de patrons avec qui ça passerait pas. Je suis désolé, je suis pas bien là aujourd'hui, parce que vous me saoulez et du coup, je suis pas bien, j'ai pas le droit de conduire. Non, ça passerait pas. En cas d'accident, les 2 premières choses à faire sont appeler les secours, et ensuite vérifier que la personne est consciente ou inconsciente, ou de vérifier que la victime respire. Consciente, inconsciente. Quoi ? C'est à moi de vérifier ça. En présence d'un blessé, les 2 premières choses à faire sont de vérifier que la victime respire et qu'elle est consciente. Tout simplement parce qu'il faudra décrire son état au secours lors de l'alerte et que ces 2 informations sont déterminantes. Mais vous êtes teubé ou quoi ? Réponse A et C. Si elle est consciente et qu'elle respire pas, elle peut pas être consciente. Enfin... On est d'accord. Enfin, peut-être que mon raisonnement il est foireux, mais moi je vois ça, je regarde si elle est consciente, j'appelle, et seulement après, les deux premières choses à faire, c'est ça. Enfin, c'est foireux. Je vais pas commencer à faire un massage cardiaque à une personne alors que je ne sais pas si elle a le cou pété ou un truc comme ça. Je vérifie si elle est consciente ou inconsciente. Ah ouais, mais si elle est inconsciente, faut que je vérifie si elle respire. Oui, d'accord. Ok. Ouais. Oui, dans ce sens-là, en effet, oui. Toujours mettre sa main devant son nez selon eux. Ouais, en effet. Oui, parce que... Oui, mais moi je pensais regarder est-ce qu'elle est consciente ou pas consciente. Après, je sais qu'il faut pas la toucher si jamais il y a un risque de fracture au niveau des cervicales. Mais oui, ça m'empêche pas de vérifier si elle respire ou pas. Ok. Bon, je me suis viandé. Rufus, rip tes points de chaîne, désolé. Ah bah là, oui, il y a Donado. Je renonce au dépassement. Oui. Et en plus, il y a les flèches qui peuvent se rabattre. Non. Réponse B. Ouais, je sais qu'il pose des questions par rapport à ça. Évidemment, aucun déplacement, sauf en cas de danger plus grave, oui. Et je sais quoi, il demande, est-ce que la personne, elle est consciente Mais j'ai pas réfléchi correctement au niveau de la respiration. Je vais essayer de retenir ça, pour ne pas refaire l'erreur. Je renonce au dépassement, oui, parce qu'il y a un autre véhicule derrière qui était caché, et en plus, il y a les flèches pour se rabattre. Donc je renonce au dépassement. Plus personne n'arrive en face et personne n'est sur le point de me dépasser. Puis-je dépasser ? Avant de dépasser, je dois aussi vérifier que j'aurai la place de me rabattre, donc que l'intervalle entre le véhicule à dépasser et celui qui le précède est suffisant. Or, ce n'est pas le cas ici. Je remarque qu'il y a un autre véhicule après celui que je veux dépasser et qu'ils se suivent d'assez près. En me rabattant entre eux, l'intervalle de sécurité sera trop court. Alors pourquoi ne pas dépasser ces 2 véhicules en une seule fois ? C'est autorisé, mais la place risque de manquer. J'approche de flèches de rabattement, une ligne continue n'est donc pas très loin. Je dois renoncer à ce dépassement. Réponse A. Ce qui n'est pas très grave. Hop.
Je pourrais stationner sur un emplacement pendant 1 heure. S'il est 11 heures, oui. Réponse A, non. Réponse B, s'il est 18 heures, oui. Réponse C, non. Réponse D. Je pourrais stationner sur un emplacement pendant 1 heure s'il est 11 heures, non. C'est maxi 30 minutes avec le disque. S'il est 18 heures, oui, je peux. Ce panneau m'informe que dans cette zone, le stationnement est gratuit, mais limité à 30 minutes entre 9 h et 17 h. Yes. Le disque bleu homologué que je dois apposer derrière mon pare-brise, attestant de l'heure à laquelle je suis arrivé. S'il est 11 h, je n'ai donc pas le droit de stationner pendant 1 heure. En revanche, s'il est 17 h, c'est autorisé jusqu'au lendemain matin, 9 h. C'est quand même vachement bien les stationnements avec disque. Je trouve que le fait d'en avoir fait disparaître plein, c'était pas forcément une bonne chose pour les commerçants à proximité. Mais peut-être que je me trompe aussi, j'ai connu pas mal de villes avec ça. Mon véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle de la pression des pneus. Ce système ajuste automatiquement le gonflage. Oui. Réponse A. Non. Je connais pas ce Réponse B. Dispense de contrôler la pression 1 fois par mois. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Et à chaque fois, je pense à Croque-Mitaine quand il y a ces dispositifs, ces trucs un peu modernes et tout ça. Je me dis, est-ce qu'il les a, ces trucs-là, puisque bon, il s'y connaît quand même en bagnole, hein. Est-ce qu'il les a sur ces véhicules successifs ou pas? Moi, j'ai jamais eu, enfin dans notre famille, on n'a jamais eu des véhicules aussi récents et modernes pour avoir ces trucs-là. Je me plains pas sur le niveau des bagnoles, puisque quand tu peux acheter une vieille Volvo, une vieille Mercedes et que ça roule bien et que t'es confort à l'intérieur, bah c'est cool. Mais il n'y avait pas toutes ces aides à la conduite. B et C selon toi, mon véhicule. Alors je dirais pas C, je suis pas d'accord avec toi. Mon véhicule est équipé d'un dispositif de contrôle à pression. Ce système dispense de contrôler la pression 1 fois par mois. Pour moi, D, ce serait à mettre. Par contre, ajuste automatiquement. Je sais pas à quoi il sert du coup. Ah oui, d'accord. Oui, ça pourrait être B et C, ou alors c'est A et D. D'accord, je vois le raisonnement. Donc mon raisonnement voudrait... Ouais. Peut-être qu'il ne fait juste que le contrôle de la pression des pneus et qu'il n'ajuste pas automatiquement. Qu'il permet simplement d'éviter de contrôler. Ouais, donc B et C, ça se tient. Ouais, t'as peut-être raison. Donc je vais suivre mon argumentation, mais si j'ai tort, c'est B et C. Dispositif de contrôle de la pression des pneus. Non, c'est toi qui as raison. Ça contrôle la pression des pneus, ça ne remet pas automatiquement. Donc c'est toi qui as raison. Ah, zut! Un détecteur de basse pression des pneus ne remplace pas un contrôle régulier de la pression de chaque pneu. Bah ça marche pas, dans ces cas-là, ça sert à rien. Il y a plusieurs raisons à cela. Je ne suis pas à l'abri d'un dysfonctionnement. Certains systèmes ne repèrent aucune perte de pression si 2 pneus d'un même essieu sont dégonflés. Lorsque le témoin s'allume, c'est que la perte de pression est déjà importante. Ouais, ça sert Bien à rien, sûr, quoi. Un tel dispositif ne permet pas d'ajuster la pression des pneus. Seules quelques rares voitures le proposent. Et en plus, il y en a qui le proposent. Des 4x4. Pour ajuster le gonflage, il faut disposer d'un compresseur, souvent proposé en libre service dans les grandes surfaces, sur certaines aires de repos des autoroutes, les stations de lavage ou disponible chez tous les garagistes. Ce service est gratuit ou peu onéreux. Réponse B et D. Alors en Auvergne, les tuyaux en général ne sont pas en libre service parce qu'ils se les font piquer. Donc voilà. Il faut les demander et souvent ils disent on n'en a plus. C'est pas normal. Enfin, il y a certains garagistes qui abusent là-dessus parce que ça devrait être en libre service et c'est une question de sécurité. C'est juste pour te dire attention, t'es sous-gonflé quoi. Et les 4x4 peuvent ajuster la pression des pneus. Ouah, c'est fou. Bon. Encore une question piège. Dans un embouteillage, la consommation de carburant peut être multipliée par 2. Ça dépend comment on conduit, mais oui, c'est possible. Réponse A. Non. Réponse B. Et ouais, 99. Il est préférable de couper le moteur lors des arrêts prolongés. Oui. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. 99 followers, c'est pour ça que j'ai mis le follow goal suivant. Histoire d'avoir le temps de voir venir. Dans un embouteillage, la consommation de carburant peut être multipliée par 2, bah oui. Oui, ça dépend comment on conduit, mais ça c'est assez obvious.
c'est en ville que la consommation de carburant d'une voiture est la plus élevée. Une voiture qui consomme environ 6 litres au 100 km atteindra ainsi 9 litres sur un parcours urbain, soit 50% en plus. Les bouchons sont encore plus gourmands en carburant que la ville. Dans ce cas, la consommation de la voiture est doublée, ainsi que la pollution. Heureusement, il existe quelques solutions pour limiter la consommation. La première, c'est bien sûr d'éviter les bouchons, en évitant les trajets aux heures de pointe ou en utilisant un GPS connecté qui a l'information d'un ralentissement et sait proposer un itinéraire alternatif. Lorsque je suis dans un bouchon, je dois éviter les fréquents démarrages et arrêts en anticipant au maximum. J'évite aussi de faire tourner le moteur trop vite en changeant le plus tôt possible de vitesse. Enfin, en cas d'arrêt prolongé, à partir de 20 ou 30 secondes prévisibles, je coupe le moteur. Ainsi, je ne consomme plus de carburant et je n'émets plus de pollution. Réponse A et C. En cas d'arrêt prolongé, à partir de 20 ou 30 secondes. Ah ouais, ça fait court quand même. D'accord. Ok. Dans la notice du constructeur ou le carnet d'entretien, je peux trouver la position des différents niveaux à contrôler dans le moteur. Oui, réponse A. Non, réponse B. La fréquence des révisions à respecter. Je pensais que ça aurait été plus long. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'ai jamais ouvert une notice ou un carnet d'entretien. Donc, dans la notice du constructeur ou le carnet d'entretien, je peux trouver la position des différents niveaux à contrôler dans le moteur. Mais en général, les niveaux, ils sont notés directement sur les trucs. Mais on va dire que oui. Ça va l'indiquer pour les neuneux qui vont pas comprendre que quand il y a 2 barres, parce que tout le monde ne met pas le nez dans le moteur et que parfois il y a des gens qui veulent pas s'en occuper. Donc désolé, j'ai dit neuneux, c'est pas vrai. C'est ceux qui veulent pas s'en occuper ou qui n'ont pas envie de s'en occuper. C'est pas une question de compréhension ou pas. C'est une question de des fois on n'a pas envie de s'en occuper. Mon père il me montrait comment on faisait les niveaux quand j'étais gamin. J'avais 10 ans quand il me montrait ça. Ma mère, elle aurait jamais cherché à comprendre en fait. Bon, elle aurait pas forcément compris non plus. Mais je voulais pas être désobligeant, pardon. Je peux trouver la fréquence des révisions à respecter. Oui, certainement. Oui, voilà. Bon. Faudrait que ça serve à quelque chose, la notice. Le constructeur de la voiture regorge d'informations utiles pour l'entretien et l'utilisation du véhicule. Ouais, je pense que tu as raison. On y trouve par exemple la signification des voyants, le rôle et l'utilisation des différentes commandes, la pression des pneus à respecter en fonction de leur dimension, comment contrôler les niveaux où ils se trouvent notamment, le type de fluide à utiliser dans le moteur, huile, liquide de frein, de refroidissement ou autre. Bref, tout ce qui permet de bien connaître et de bien entretenir sa voiture. Concernant la fréquence des révisions à respecter, si elle n'est pas indiquée dans la notice, elle est alors indiquée à part dans le carnet d'entretien. Ok. Réponse A et C. Ok. Je tourne à droite. Je m'arrête avant la voie de chemin de fer. Si un train approche, oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si aucun train n'arrive, oui. Réponse C. Non. Réponse D. Je n'arrive pas à voir le panneau ici, alors vous encore moins. On va tourner à droite, la voie de chemin de fer est juste là. Si je vois un train, évidemment, je m'arrête. Je m'arrête aussi pour pouvoir regarder des 2 côtés. Je ne sais pas de quel côté il arrive. Donc je marque un arrêt quand même. Non, je sais pas de quel côté il vient. Si j'ai pas le temps de regarder les 2 côtés. Je vais aussitôt traverser je fonce dans le train. Le passage à niveau n'est pas équipé de barrières ni de demi-barrières. C'est le panneau qui me l'indique. Dois-je m'arrêter? Si un train arrive, bien évidemment. Mais si je suis certain qu'aucun train n'arrive, non. L'arrêt n'est pas obligatoire puisque le panneau n'est pas complété d'un panneau stop. Seule la présence de ce panneau rendrait l'arrêt obligatoire lorsqu'aucun train n'arrive. Réponse A et D. Ça aussi c'était mesquin comme réponse parce que là, il faut surveiller le rétro. Mettre le clignotant, embrayer par là, on voit déjà à gauche, mais il faut surveiller à droite, alors que s'il y en a un à droite, il faut qu'on pile au dernier moment. Non, on marque l'arrêt, on regarde à gauche, à droite et on passe. Je sais pas, je trouve que c'est limite dangereux. Ok, je suis pas obligé de m'arrêter, mais c'est dangereux quand même. Enfin, dans tous les cas, c'est le train qui gagne, donc bon. Pour faire plus de kilomètres avec un plein, je circule en dessous de la vitesse maximum autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Je passe le rapport de vitesse supérieur dès que possible. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en dessous de la vitesse maximum autorisée. Oui, ça permet d'économiser du carburant. Je passe le rapport de vitesse supérieur dès que possible. Oui. Au-delà de 70 km/h, la vitesse joue un rôle important sur la consommation. Plus je vais vite, plus ma voiture consomme, notamment à cause de la résistance de l'air à l'avancement de la voiture. En circulant légèrement en dessous des limitations de vitesse imposées, 100 au lieu de 110, 110 au lieu de 130, je peux réaliser des économies qui peuvent aller jusqu'à 1 litre pour 100 km parcourus. Et ce, généralement sans impact significatif sur la durée de mon trajet. Ouais, 3 minutes. Autre solution, éviter de faire tourner le moteur trop vite. En montant les vitesses le plus tôt possible, sans faire peiner le moteur, je réalise là encore des économies de carburant intéressantes et je pollue moins. Réponse A et C. Eh ben c'était une catastrophe. 7 sur 10, ça fait 8 et 3, 11 et 1, 12 erreurs. 12 erreurs sur 40. Désolé Rufus, mais là, tu vas être obligé de perdre tes points de chaîne. J'en suis désolé. Choisir la réponse. C'était 10 fautes ou plus aujourd'hui. Terminer la prédiction. Les spectateurs ayant choisi la bonne réponse recevront 100 points de chaîne. Eh ouais, coup dur. Coup dur pour toi Rufus. On va donc faire un petit peu de panneau, puisqu'à partir de 10h30, Bouygues Télécom peut m'appeler pour qu'on discute de fibres. Ce serait pas mal, hein. Mais là, la connexion, elle a été respectable aujourd'hui. Mini-jeu. Jeu des panneaux. Comme ça, on aura au moins fait 1 heure de stream aujourd'hui, comme il était prévu, mais pas à l'heure qui était prévue. Interdiction aux véhicules de circuler sur la diagonale d'intervalle. C'est ça. Ah, j'espère aussi, ouais. Ça serait pas mal. Pouvoir faire du multi sans se dire comment je fais au niveau de la connexion, ouais, ça serait cool. On va un compte rendu. Il va y avoir un compte rendu sur le Discord, pas de souci. Ce panneau oblige à continuer tout droit à la prochaine intersection. Voilà. Ce panneau annonce la présence de signaux lumineux réglant la circulation. Il annonce la présence de signaux lumineux réglant la circulation. Temporaire définitif. Ah, c'était temporaire. Signaux lumineux réglant la circulation, c'était pour des travaux. Ouais. Ce panneau indique un accès interdit aux cyclistes. C'est interdit aux vélos. Voilà. Interdit l'accès aux véhicules dont la largeur est supérieure au nombre indiqué. C'est celui-là. On l'a eu tout à l'heure. Ce panneau indique l'obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. Obligation de tourner à droite à la prochaine intersection. C'est celui-là. Indique un accès interdit à tous les véhicules à moteur. Ça. Oui, bah oui. Par élimination, c'est ça. Ce panneau indique une vitesse conseillée. Ce panneau indique la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse. Je suis prioritaire. Comme ça. Ce panneau indique une chaussée rétrécie temporairement. Attention, temporairement, c'est rétréci. 9 sur 10, on en refait un. Allez. Il vient de dépasser 1 heure de stream. Bon, c'est cool. Ce panneau annonce une interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection. Interdiction. Merci. Interdiction de faire demi-tour sur la route suivie jusqu'à la prochaine intersection. C'est celui-là. Ce panneau indique une surélévation de la chaussée. Annonce indique. Oh, c'est pas la première fois que je me trompe sur celui-là. Et en plus, il indique, c'est vrai, c'est carré. Indique un danger de vent latéral dangereux. Attention, il y a du vent latéral. Indique une chambre d'hôte ou un gîte. C'est celui-là. Ce panneau indique un sens interdit à tout véhicule. Celui-là. Ce panneau indique une fin d'autoroute. Ah oui. Ce panneau indique un passage pour piétons. Il indique un passage pour piétons. Ce panneau indique un point de vue. Comme ceci. Ce panneau indique des toilettes ouvertes au public. Ça, c'est facile. Les pipi rooms.
Et ce panneau indique une vitesse conseillée, on l'a eu tout à l'heure. Celui-là. Encore un 9 sur 10. Allez, on peut faire le 10 sur 10. Ce sera la dernière. On rush les panneaux. Et ensuite on fera un raid chez Rufus, comme ça je pourrai répondre au téléphone s'il m'appelle à 10h38. Ce panneau indique une obligation de tourner à droite avant le panneau. Obligation de tourner à droite avant le panneau. Celui-là. Ce panneau indique un passage à niveau fonctionnel manuel. Indique un passage à niveau à fonctionnement manuel. Ouf. C'est quand même un danger. C'est celui-là, oui. Indique une fin d'autoroute. Non, mais non, je voulais pas, mais non, je le savais en plus. Ce panneau annonce un passage à niveau sans barrière ni demi-barrière. Attention, passage à niveau sans barrière ni demi-barrière, c'est celui-là. Ce panneau indique une interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux. Il faut au moins telle distance. Voilà. Oh, la boulette. Ce panneau indique un chemin obligatoire pour piétons. Pour piétons, comme ça. Ce panneau indique un arrêt d'autobus. Il indique un arrêt d'autobus comme ceci. Oh, je m'en morde les doigts. Ce panneau annonce un accès interdit au cyclomoteur. Accès interdit au cyclomoteur. Oh, les boules. Ce panneau indique une chaussée rétrécie temporairement. Temporairement, chaussée rétrécie. Ce panneau indique un terrain de camping pour tente. Terrain de camping pour tente. C'est celui-là. Oh, les boules. En plus, je le savais, quoi. Route prioritaire ou autoroute. On sait bien que l'autoroute, c'est avec les voies et le pont, là. Oh. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. 9 sur 10, 9 sur 10. La notion est comprise. C'est toujours ça. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve demain de 23h à 1h pour du jeu d'horreur. Layers of Fears 2. On commence l'acte 4. Je crois qu'il y en a 5. Est-ce qu'on finira demain? Peut-être. Ça dépend si je bosse ce week-end. Si je bosse ce week-end, je n'hésiterai pas à aller plus loin qu'1h du matin. Je vous donne l'info. Il y a de fortes chances que je bosse ce week-end, mais encore une fois, j'attendrai les informations là, dans la journée, ou plus tard demain. S'il y a des annonces gouvernementales, ça peut changer la donne, bien entendu. On va aller raid l'ami Rufus. Hop. Et puis, du coup, il y aura pas de marathon ce week-end. Et s'il y avait la fibre, ce serait beaucoup plus simple pour faire un marathon. Puisque je pourrais faire du multi avec vous et qu'on ait un planning vraiment rigolo. Avec un layout plus propre, avec voilà, une meilleure définition, avec plus d'FPS pour jouer à Cooksurf, c'est quand même pas mal. En attendant, je vous laisse avec Rufus. Des gros bisous Rufus, des bisous tout le monde, merci d'avoir suivi. Et à demain, prenez soin de vous, et bisous.